Madame, Messieurs, vous êtes sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission 21h. Le grand rendez-vous, votre émission qui fait le point sur des sujets d'actualité. Et l'actualité au Gabon, ces derniers jours, reste dominée par la politique. À la faveur de cet échange entre le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema et la classe politique gabonaise, des réformes attendues dans le cadre d'une nouvelle loi consacré aux partis politiques, mais aussi un redécoupage électoral. Cette actualité politique également dominée par ces démissions en cascade au sein du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir qui a réagi à travers une communication, une déclaration de son porte-parole pour mettre en relief les mécanismes développés par les organes du parti et qui encadrent donc le processus de démission au sein du Parti démocratique gabonais. Et la seconde partie de l'émission, elle sera consacrée au redécoupage électoral attendu. Nous avons eu le plaisir de recevoir dans une émission le leader du Parti social-démocrate, Pierre Claver Manganga Moussavou, qui est revenu sur ce redécoupage électoral. Pour faire le point sur cette actualité politique, je reçois Ghislain Nguize. Il est président du parti Identité Nationale. Monsieur Nguize, bonsoir. Je reçois également Jean-Christian Kombila, journaliste. Il est analyste politique et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir. Il y a également comme troisième invité sur ce plateau Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Franck. Merci donc à tous les trois d'être autour de la table pour que nous mettions nos marqueurs sur ces sujets qui font l'actualité dans notre pays. Avant de revenir sur cette forte actualité en lien avec ces démissions au sein du Parti démocratique gabonais, retour sur la déclaration lue par le porte-parole du Parti démocratique gabonais. Et ensuite on revient derrière pour décrypter, c'est dans la rubrique reportage. Déclaration du Parti démocratique gabonais. Depuis quelques heures, le Parti démocratique gabonais, PDG, fait face à une série de démissions intempestives, relayées dans les médias et dans les réseaux sociaux. Le PDG rappelle sa posture républicaine de respect de la Constitution gabonaise qui garantit en son article 1er, alinéa 13, la liberté d'adhérer ou de se retirer d'un parti politique. Toutefois, la camarade secrétaire générale du parti attire l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les dispositions pertinentes du manuel de procédure de la Commission centrale de discipline et des promotions du parti qui réglemente les démissions du PDG. En effet, l'article 53 du dit manuel rappelle que la démission est individuelle et que toute démission collective est irrecevable. Quant à l'article 54, il indique clairement que tout militant démissionnaire doit déposer sa lettre de démission auprès du secrétaire fédéral de son comité avec accusé de réception faisant foi. Cette lettre de démission est ensuite transmise à la Commission centrale de discipline et des promotions du parti qui en accuse réception. Elle statue ensuite de la régularité de la démarche et, le cas échéant, délivre un quitus de démission. Ce n'est qu'après cette procédure que la démission devient effective, par enregistrement officiel au secrétariat général. Cette procédure vise simplement à s'assurer que le militant démissionnaire est à jour des obligations statutaires auxquelles il a librement souscrit en adhérant au PDG. En conséquence, toutes les démissions n'obéissant pas à cette procédure
sont nuls et de nul effet. Le PDG se réserve le droit d'engager toute action appropriée afin de préserver l'intégrité de son fonctionnement. Le PDG est dans l'air du temps. Je vous remercie. Voilà, c'était donc là la déclaration de porte-parole du Parti démocratique gabonais Darlene Bokandou Nzamba, qui s'est donc exprimé au nom du parti après cette vague de démissions, notamment dites collectives, de certains hiérarques du Parti démocratique gabonais de la province du Wellington. D'abord, Jean-Christian Kombila, revenir sur ces démissions qui ont fait couler encre et salive, qui ont secoué la toile. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que ces figures emblématiques de la scène politique nationale et plus précisément du Parti démocratique gabonais se soient lancés dans une démarche de démission collective, sachant qu'ils sont bien introduits dans les arcanes de l'ancien parti au pouvoir et qu'ils connaissent certainement le manuel des procédures en termes de démission de ces partis politiques, où ils voulaient simplement donner une information sans que ce ne soit une démission collective. M. Pambo, les responsables du Parti démocratique gabonais qui ont démissionné collectivement et qui sont originaires de la province du Wellington ont clairement porté un coup dur au Parti démocratique gabonais. Le coup est d'autant plus dur que les personnalités en question ont occupé des responsabilités éminentes à la fois au sein du parti, au sein de nombreux gouvernements, à la tête du gouvernement et même à l'échelle sous-régionale. Je pense par exemple à l'ancien Premier ministre Daniel Ondaondo, qui a été non seulement chef du gouvernement sous le président Ali Bongo Ondimba, mais qui est également devenu président de la commission de la CEMAC. Et on peut citer aussi l'ancien vice-premier ministre Emmanuel Ondormé Togo, qui a occupé des fonctions politiques éminentes au sein du parti et donc dans l'appareil d'État. Maintenant, on voit bien qu'à travers ce communiqué qui est lu par le porte-parole du Parti démocratique gabonais, que le parti reconnaît qu'il y a eu une série de démissions, n'est-ce pas, bien que qualifiées intempestives, qui se sont produites au sein du Parti démocratique gabonais. Et donc, ces démissions-là portent atteinte à la fois à l'image du parti, à l'organisation partisane elle-même et même à la classe politique, n'est-ce pas, à l'idée que l'on se fait de la politique. Et donc, ce n'est pas une décision anodine prise par ces responsables du parti, puisqu'ils n'agissent pas individuellement, ils agissent collectivement. À travers cette démission collective, il y a un certain nombre de messages politiques qui sont passés à l'opinion nationale, mais sans doute aussi à l'opinion internationale. Visiblement, cela donne à penser que dans la province du Wellington, ces responsables politiques-là ne souhaitent plus entendre parler du PDG dans cette province-là. Et on se souvient que lors de leur sortie collective, ces responsables politiques ont prévu d'aller en campagne explicative dans la province du Wellington pour sans doute aller faire passer ce message que désormais le PDG est devenu persona non grata dans cette province-là. Maintenant, ce message-là, visiblement, s'adresse sans doute aussi aux hiérarques du Parti démocratique gabonais, pas les anciens, mais les nouveaux responsables du parti, à savoir Madame le secrétaire général, Angélique Ngoma, qui elle est native de la Nyanga, et Monsieur Blaise Louembe, qui est le président du parti, qui lui est natif du Logoué-Lolo. Est-ce que ces responsables politiques-là estiment que, en cette période trouble du parti, eux ont joué un rôle certain qui les aurait prédestinés, n'est-ce pas, à occuper ces responsabilités éminentes-là? Cette question mérite d'être posée et elle trouve sans doute un début de réponse dans le comportement collectif de ces responsables-là. Est-ce que l'acte qu'ils posent vise
à contester le nouveau leadership incarné par Blaise Louembe et par Mme Angélique Ngoma? Est-ce qu'ils estiment que ce leadership ne devait pas revenir à la province de Logoué-Lolo et à la province de la Nyanga? Est-ce qu'ils envoient un autre message visant à dire qu'ils se mettent essentiellement au service du président de la République au cas où celui-ci annonçait de façon officielle et solennelle la création d'un nouveau parti? Est-ce que ce nouveau parti présidentiel doit faire équipe avec des pratiques que l'on a condamnées depuis des décennies dans notre pays? Bref, dans tous les cas, il y a un message qui est clairement lancé, qui est multiforme, et dans tous les cas aussi, on y voit une sorte de vagabondage politique, n'est-ce pas, qui a longtemps été condamné dans notre pays et qui revient aujourd'hui sur la place publique. On va revenir sur le point relatif à la transhumance politique dont on a beaucoup parlé depuis cette déclaration faite par ces cadres du PDG de la province du Wellington, Ghislain Guizet. On sait que ce n'est pas la première fois que le Parti démocratique gabonais passe par une période trouble. Depuis 1968. Le parti a connu certaines périodes de crise. Ça a été le cas en 1990 avec le retour du multipartisme. Ça a été le cas en 2009 après le décès de feu le président Omar Bongo. Ça a été le cas le 30 août 2023 avec le coup d'État, au coup de libération mené par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Bref, donc depuis le 30 août 2023, le Parti démocratique gabonais est dans une espèce de crise qui a emmené d'ailleurs la démission de certains, comme vous connaissez, certains anciens cadres du parti, comme Alain-Claude Bilibinze, qui a claqué la porte, comme Ali Akbar Onanga et l'ancien ministre Francis Nkea Nzige aussi. Donc il y a une forme de tendance aujourd'hui au sein du PDG. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser que Angélique Ngoma et Blaise Louembe ont fait dans l'usurpation, puisque les organes du parti s'étaient réunis pour les désigner président et secrétaire général. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le PDG n'est pas contre les démissions, mais le PDG demande simplement à ce que les procédures soient respectées. Écoutez, M. Pambo, je pense qu'il y a lieu que l'on se focalise sur les messages qui ont été véhiculés, en commençant bien entendu par le message du Parti démocratique gabonais, par l'intermédiaire de leur porte-parole. Sur ce message, je voudrais bien dire qu'il y a là un parti qui est en train de se débattre sur son dernier souffle. Un parti qui voit tout intérêt, que ce soit l'héritage moral, matériel, financier et consort, qui est en train de voler comme ça à l'éclat. Donc là, ils sont en train de chercher à rafistoler les morceaux pour essayer de retenir. Dans la mesure où ils se connaissent, ils savent pertinemment pourquoi est-ce que toutes ces personnalités qui incarnent le PDG sont en train de partir. Alors, si on arrive au message du porte-parole, entre griffes, du groupe des hiérarques du PDG dans la province du Haut-Linthème, qui ont démissionné dernièrement, alors, le principal porte-parole va dire au peuple qu'ils démissionnent du Parti démocratique gabonais parce qu'ils veulent être libres de tout mouvement pour pouvoir soutenir le président de la République. Bon, nous pouvons nous inscrire en faux par rapport à ce message. Le PDG s'est clairement prononcé par rapport au président de la République. Le PDG soutient ouvertement le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon, ce PDG existe depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Beaucoup de ses ayants font partie de ceux qui ont bâti cet héritage-là qu'ils critiquent. Parce qu'ils estiment qu'au sein du PDG, ils n'ont pas la latitude de soutenir le président de façon normale. Donc ils préfèrent partir de là. Est-ce que c'est un message qui rentre dans les oreilles des sourds? Je pense qu'il y a d'autres calculs par derrière. Et le combat aujourd'hui qui se focalise entre le PDG et ses démissionnaires repose uniquement sur des calculs post-électoraux. Le premier calcul, c'est que l'on s'en va très bientôt aux élections législatives et locales. Donc, pour être candidat, il faut avoir démissionné au moins 4 mois avant. Alors, ces derniers se retrouvent aujourd'hui en titillement avec leur principal, avec leur parti. Parce que ne partant pas de là, ils devraient être investis par le PDG, mais ils savent que le PDG a été vomi par tous les Gabonais
Ils savent qu'en allant aux élections, s'ils sont estampillés PDG, les populations leur diront certainement que vous étiez là dernièrement pour le compte de Brice Clotaire Oligui. C'est lui que nous voulons, pas vous aujourd'hui. Donc facilement, ils peuvent être mis de côté. Mais là, ils s'en vont auprès du président de la transition pour essayer de se redorer le blason en repartant sur le terrain avec l'écharpe de blanchiment donnée par le président de la transition. Parce qu'ils savent que si le président investit un certain nombre de personnalités, et parmi elles, ces dernières, ils bénéficieront bien entendu du blanc-seing du président de la République pour pouvoir obtenir certains sièges. Et c'est ce que les populations ne veulent pas. Dans le cadre du PDG, nous devons, les anciens, je vais là m'exprimer en tant que nordiste. Je vais m'adresser principalement à ces derniers qui ont fait la démission, même si nous l'avons constaté dans plusieurs autres provinces, dans le Gouy-Vindo, on a des anciens sénateurs et autres qui sont en train de partir. Nous l'avons observé dans le Moyen-Ogooué, il y a des anciens vice-premiers ministres et autres qui sont en train de partir, mais je vais me focaliser dans la province du Haut-Lintiem. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a un héritage moral. Quel est l'héritage moral que ces personnalités veulent léguer aux nouvelles générations dans le cadre, dans l'environnement politique? Est-ce qu'à un moment donné, par dignité et par intégrité, on ne peut pas se dire, ben, écoutez, on va poser la balle à terre, on va rester dans notre coin, si nous pouvons soutenir le président, nous allons lui apporter nos modestes conseils de façon permanente, même si nous ne sommes plus estampillés ouvertement PDG. Il se pose là une question véritable de morale, parce qu'un certain nombre de cadres politiques de la province se demandent si il va falloir forcément aller par tous les moyens pour pouvoir obtenir les bienfaits, parce que leur seule démission repose uniquement sur un ascendant, c'est un ascendant d'intérêt matériel et financier, parce que certains veulent repartir au Parlement, d'autres veulent repartir au gouvernement, il y a bien d'autres qui veulent repartir dans des institutions. Pascal Nkoulou, alors, on a tout entendu, on a tout lu depuis cette conférence de presse animée par ces cadres du Parti démocratique gabonais démissionnaires, et pas de moindre aujourd'hui, originaires de la province du Haut-Lintiem. Est-ce que c'est un procès qu'on leur fait? On entend souvent dire qu'il n'y a pas de ligne droite en politique. N'ont-ils pas le droit de pouvoir se réinventer, d'être en phase avec le contexte politique actuel, de s'accrocher, s'arrimer à l'ère du temps? On a vu sous d'autres cieux, même dans les pays dits de grande démocratie, des acteurs politiques et pas de moins de certains partis finir par claquer la porte de ces partis pour s'allier aux partis qui avaient le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention qu'on est en train de faire à ces personnalités? Où est la logique finalement? Vous savez, c'est vrai qu'on peut considérer que quelquefois la bataille des vestiaires, je vous entends par là, les querelles internes sont très virulentes, mais pour des raisons d'astreinte, des raisons de respect, de discipline, on ne les rend pas publiques. Je ne pense pas que pour ce qui est du cas du Gabon, on puisse également avoir ce type de format. La réalité étant qu'il n'y a jamais eu d'écho, à aucun moment. Personne ne s'est en interne révélé être contre l'orientation que le parti prenait, contre les abus constatés au gouvernement, contre les détournements. Ceux qui l'ont fait à un moment précis se sont clairement démarqués de la ligne politique et des outils de gouvernance qui étaient utilisés sous Ali Bongo Ndima. On peut les citer, M. Barreau Chambrier, on peut en citer, ils sont nombreux, qui se sont affranchis en disant cette façon de faire n'aide pas le pays et ne correspond pas à la vision et à la lecture que j'ai de la vie politique que je souhaite mener. C'est une position courageuse et tous les Gabonais les ont salués. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et malheureusement, il faut le reconnaître, c'est humiliant. Vous savez, le président de la République n'a pas lancé d'appel à des comportements de cette nature. Le président de la République a demandé et a invité à ce qu'il y ait une forme d'inclusion à tous les niveaux de la vie de notre nation. Or, voilà des gens qui prêchent la division. Voilà des gens qui s'avancent en pensant qu'on ne sert le président qu'en faisant de la politique. Vous savez, ce type de posture est à l'opposé de ce qu'Oligui incarne aujourd'hui.
Oligui, c'est... Mais sont-ils interdits de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous êtes un acteur Oui, mais politique. parce que- Vous êtes un acteur politique. Vous soutenez Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi vous estimez qu'un autre compatriote ne devait pas le faire? Moi, je soutiens Brice Clotaire Oligui Nguema. Je reste BDP. Je ne fais pas des mains et des pieds pour aller dans le parti présidentiel. Je ne dis pas que pour bien servir le président, il faut que je sois dans son parti. Ça veut dire quoi être à la disposition du président lorsqu'on est citoyen gabonais? Le président a des pouvoirs discrétionnaires qui lui permettent de choisir où il veut quel collaborateur dont il a besoin en fonction des exigences de service. Ce type de langage renvoie, excusez-moi, vous savez, c'est un mouvement de jouette. Là, le pouvoir est là, on y va. Le pouvoir n'est plus là, on n'y est plus. Ce n'est pas cela faire de la politique. Et ensuite, aider le président consiste à faire quoi? Aider le président consiste à assumer les positions les plus citoyennes et les plus républicaines qui soient. Est-ce que vous ne pensez qu'on assume des positions citoyennes et républicaines que parce qu'on est dans le parti présidentiel? Pire, ce parti n'a pas encore été créé. Donc voilà des gens qui font à la fois de l'obstruction, mais créent de la saturation et renvoient une image du président qui est loin d'être celle qu'il souhaite que les Gabonais aient de lui. Et je voudrais dire quelque chose de très déterminant. Vous savez, à un moment donné, il faut être capable de faire le bilan de son investissement politique. Quand on approche les 80 ans ou quand on les a dépassés, il faut avoir, c'est Chirac qui le disait, il y a une exigence de noblesse dans tout ce que nous faisons. Si on n'est pas capable de véhiculer des valeurs fortes, de grâce, il vaut mieux s'abstenir de dire ou d'avancer dans des domaines où d'autres personnes ont besoin de trouver des repères. Et là, pour le cas de ce qui s'est fait, que ce soit dans l'Olympique ou ailleurs, je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit de démission de leur parti, mais je dis que l'excuse centrale ne peut pas être se mettre à la disposition du président. Tous les citoyens gabonais sont à la disposition du président. Qu'il y ait une opposition radicale, il n'y en a pas. Qu'il y ait sa propre formation politique ou qu'il y ait des hommes indépendants à suivre, nous sommes tous à la disposition du président parce qu'il est le chef de l'État. Jean-Christophe Kombila, alors, Darlene Boukandou Nzamba, la porte-parole du Parti démocratique gabonais, a expressément employé le terme d'émission intempestive observée ces derniers jours au sein du Parti démocratique gabonais, et apparemment l'onde de choc se poursuit. On a même appris que la secrétaire générale adjointe 1 du parti, Mme Denise Mokamne, avait démissionné de ce poste-là pour être qu'une simple militante de base, que la secrétaire en charge ou la responsable en charge de l'organe moteur du PDG, l'UF-PDG, aurait même démissionné également. Est-ce que cette onde de choc va s'arrêter au Parti démocratique gabonais ou aller sous une forme d'effet domino sur l'ensemble du paysage politique national au regard du contexte actuel? Est-ce que les autres formations politiques ne vont pas également subir le contre-coup de ce qui est en train de se passer au Gabon sur le plan politique? Déjà par rapport aux propos du porte-parole du PDG qui parlait de démission intempestive, oui, notre pays a besoin de sérénité. L'espace politique, le landerneau politique, a besoin de sérénité, a besoin de paix, a besoin d'unité. Démission intempestive, cela voudrait dire pointer le doigt sur ce caractère spectaculaire que l'on veut donner aux démissions. Les démissions doivent être individuelles, mais ça, on n'a pas besoin d'être au Parti démocratique gabonais pour le savoir. Les adhésions à une association ou à un parti politique quelconque sont individuelles là aussi. Et donc, vouloir donner aux démissions un caractère provincial, ethnique, alors que la démission, elle est individuelle, l'adhésion est individuelle et personnelle. Et ça, vraiment, ça pose des questions sur la moralité, effectivement, et sur l'héritage que l'on veut laisser. Tout à l'heure, permettez que j'insiste dessus, j'évoquais les noms du Premier ministre Ona Odo, ancien président de la commission de la CEMAC, et du vice-premier ministre Ndomé Togo, à juste titre, parce que, vous voyez, notre pays a été confronté tout au long de ces 14 dernières années à une crise politique de la représentation, une crise de la représentativité. Et ce n'est pas envoyer de bons messages, n'est-ce pas, à la jeunesse que de se comporter comme cela quand on a occupé des fonctions éminentes au nom du pays. Il manque à notre pays des hommes d'État.
Il manque à notre pays des hommes d'État. Lorsque l'on a occupé des fonctions de président de la commission de la CEMAC, on doit pouvoir, après avoir occupé ces fonctions-là, se projeter, n'est-ce pas, dans le statut d'homme d'État. Il y en a dans notre pays. Je pense à des personnalités comme Jean-Pierre Lembumba Lepandou, je pense à des personnalités comme M. Diop Divung Niding ou même Jean-François Ntoutou-Memane, qui sont des hommes d'État. Mais il en faut dans notre pays pour que ces hommes d'État-là puissent, n'est-ce pas, constituer, n'est-ce pas, l'équipe des sages dans notre pays, parce que la vie des pays est faite de tensions multiformes, mais lorsque ces tensions-là, n'est-ce pas, voient le jour dans un pays, dans la vie de la nation, il faut qu'il y ait des sages qui soient capables de s'asseoir, eux qui n'ont plus d'ambition. On en a vu dans des pays comme le Ghana. Kofi Annan, par exemple, lorsqu'il est rentré de New York après avoir été secrétaire général de l'ONU, il est rentré dans son pays, n'a pas occupé des fonctions politiques. C'était un homme d'État, n'est-ce pas, qui a servi la communauté internationale. Maintenant, par rapport à cette situation, il en faut dans notre pays, parce que le pays a également besoin d'avoir des hommes d'État. On doit pouvoir se reconvertir en homme d'État lorsque l'on a occupé des fonctions éminentes comme celle du Premier ministre Onaondo. Maintenant, vous parliez des conséquences. De l'onde de choc. Voilà, des conséquences que cette situation... Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que le PDG qui pourrait ou qui va traverser cette zone de turbulence, quid des autres formations politiques? Je ne pense pas que cette posture prise par ces hommes politiques du PDG puisse faire véritablement école. Les gens vont sans doute démissionner d'autres partis, des gens vont sans doute se mettre en réserve de la République, d'autres vont sans doute mettre en parenthèse leur engagement partisan, mais vouloir donner, n'est-ce pas, à cette attitude un caractère provincial comme cela, je ne pense pas qu'on puisse voir de telles scènes dans la Nyanga, dans l'Angounié, dans le Goué maritime ou ailleurs. Maintenant, en politique, rien n'est impossible. Mais dans tous les cas, ce ne serait pas, n'est-ce pas, envoyer de bons signaux. Au moment où notre pays, n'est-ce pas, vient d'organiser une élection présidentielle suivie, qui a été suivie avec beaucoup d'intérêt à l'échelle de l'Afrique et à l'échelle du monde, au moment où on vient d'assister à une cérémonie d'investiture qui a consacré le modèle politique gabonais, modèle inclusif, n'est-ce pas, au moment où notre pays traverse ce contexte, n'est-ce pas, plein d'espoir, revoir, n'est-ce pas, de vieux politiciens en âge de prendre leur retraite, n'est-ce pas, venir envoyer de tels signaux à la jeunesse n'est pas forcément une très bonne chose. Ghislain Guizet, vous êtes président d'un parti politique, Identité Nationale. Il y a donc, dans le contexte actuel, on l'a dit, ces réformes qui sont attendues, ces deux commissions ou deux comités, une consacrée à l'élaboration de nouvelles lois dédiées aux partis politiques et une autre en ce qui concerne le redécoupage électoral. On va revenir d'ailleurs dans le détail de cette deuxième commission-là. Mais le fait que dans la coulisse, on parle de la création de ce parti politique qui serait le parti présidentiel qui va porter la vision politique de Brice Clotaire Oligui Nguema. Au regard de ce qu'on a observé depuis le 30 août 2023, cette espèce de fusion autour de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce caractère inclusif d'ailleurs implémenté par lui-même, est-ce que vous pensez que le paysage politique pourrait profondément se remodeler en fonction justement de la naissance de ce parti présidentiel-là annoncé? Oui, bien entendu. Vous savez, si certains partis qui ne sont pas des partis en voie de légalisation, comme le mien et celui du président Nkoulou qui est là, existent, c'est parce que le fonctionnement politique gabonais a laissé libre cours, sans encadrement sur les fonctionnalités par rapport à ces différents aspects. Je pense que si les choses avaient été clairement faites au départ, un pays d'à peine 2 millions d'habitants, on pouvait peut-être nous retrouver avec 3 ou 4 partis politiques. Aujourd'hui, au sortir du dialogue d'Angondje, il y a un certain nombre de mesures qui ont été arrêtées. À savoir, il va falloir avoir 18 000 adhérents pour avoir un parti politique. Il faut avoir un compte bancaire actif. Il faut avoir un siège. Combien de partis politiques peuvent aujourd'hui se lever et dire « nous avons 18 000 adhérents », même pas le PDG. Pourquoi est-ce que je dis même pas le PDG? C'est parce que le PDG a souvent fonctionné avec l'actif financier. Quand on va aux élections, on habille les gens. Mais généralement,
tu ne verras pas quelqu'un avec une carte d'électeur. D'ailleurs, c'est souvent Carte d'électeur une ou carte carte de de membre. membre du parti, autant pour moi. D'ailleurs, c'est souvent à la veille des élections qu'on voit les militants qui veulent prétendre à certaines fonctions électives se manifester pour se mettre à jour sur des cotisations. C'est pour vous dire combien ce parti a souvent fonctionné. Mais aujourd'hui, si on repart dans le cadre du Wellington, le président est allé aux élections de façon indépendante. Il n'avait pas de parti politique avec lui. Le président n'a pas eu besoin du PDG dans la province du Wellington. Mais la province du Wellington a la palme d'or de l'élection du président de la République. Du coup, à quoi ça nous sert de sortir de l'ombre pour dire nous sommes du PDG, nous démissionnons, nous sommes du Wellington? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que certains anciens commencent à penser à ne plus continuellement ridiculiser le Wellington, même quand cela ne vaut pas le coup. Parce qu'on a besoin de vivre. Il y a une génération intègre dans notre province qui est en train de s'élever aujourd'hui. Les 94% du président de la transition, du président de la République, autant pour moi, l'expression est restée, ça finira avec le temps, vont se déverser, bien entendu, jusqu'au Parlement. Parce que les populations ont accordé 94% à ces derniers, mais il va falloir l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à lui accorder la majorité au Parlement. Bah, oui, mais la question c'est celle-là. Alors, J'en si viens. il crée un parti politique, quid de la présence des autres formations politiques? Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une conséquence justement? Il n'y aura pas de conséquences. Si vous estimez la création d'un parti politique est libre, c'est libre. Si vous avez les potentialités de réunir 18 000 adhérents, un compte bancaire et un siège, faites-le. Personne ne vous recusera. Mais si aujourd'hui les populations se retournent vers le président, si il met sur pied son parti aujourd'hui, des militants, des personnalités, des personnes lambda vont adhérer à ce parti parce qu'ils croient à une personne. Et non parce que ces derniers étaient accompagnés de certains partis que nous ne connaissons pas du tout. Donc aujourd'hui, dire qu'il y aura un impact négatif, je pense que non, bien au contraire. Cela pourra faire en sorte que le paysage politique, au niveau des partis politiques, se régularise. Ça permettra de tuer dans l'œuf certains partis gazelles. Et progressivement, ceux qui auront des moyens de pouvoir se remettre sur le terrain et créer des partis vont se raviver. Et je pense que c'est une très bonne chose. On va ouvrir le second tiroir de cette émission, mais avant vous faire voir ce communiqué qui émane donc du ministère de la Réforme des institutions en rapport avec l'actualité politique. On va le découvrir et le lire ensemble, ce communiqué qui fait un point justement sur cette actualité. On peut l'avoir à l'antenne, s'il vous plaît, le communiqué du ministère en charge des réformes. S'il est prêt, s'il n'est pas prêt, on va basculer sur le second tiroir directement de cette émission. Merci beaucoup. Donc, on a le communiqué du ministère de la réforme des institutions qui dit, suite à la réception mercredi des représentants des partis politiques légalement reconnus par le président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, en vue d'améliorer le corpus légal en matière électorale et de cartographie politique, le chef de l'État a annoncé la création de 2 comités composés de 30 membres chacun, dont 15 des partis politiques. Le premier comité est chargé de la rédaction de l'avant-projet de loi sur la réforme des partis politiques conformément aux recommandations du dialogue national inclusif. Le deuxième est chargé de la rédaction de l'avant-projet de loi sur le découpage électoral conformément aux dispositions de l'article 248 du Code électoral. À cet effet, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, M. François Ndorobian, appelle les partis politiques à déposer les listes de leurs représentants au cabinet 6 à Batterie 4. Voilà, donc c'est une information en lien avec cette actualité. Et pour ce qui est justement du deuxième comité en charge du découpage électoral, nous avions interviewé Pierre Claver Bonganga Moussavou, le président du Parti social-démocrate. C'est dans la rubrique Politique 2.0.
pas n'importe comment. On ne refait pas de découpage dans l'année qui précède, encore moins dans l'année de l'élection. Et ici, il ne s'agit pas, s'agissant du découpage, c'est un gros mot, un gros titre, qui ne renferme pas la réalité de ce qui va se faire, c'est tout simplement comment affecter les 2 sièges qui ont été prévus pour la diaspora. Ils vont avoir un travail, ils vont dire si l'Afrique a droit à un député, un siège de député, toute l'Afrique, et le reste du monde ayant droit à un autre député. Mais tout cela, c'est cette commission, ou ce comité, comme vous l'appelez, qui va devoir se pencher là-dessus. Sans toucher au reste, parce que, justement, il n'y a pas possibilité de faire un redécoupage, ce qui signifie revoir tout le processus, à commencer par... Voilà, c'était donc là le propos du président du Parti social-démocrate de PSD, Pierre-Claver Mbonganga Moussavou. Pascal Koulou, est-ce que c'est une occasion manquée, un rendez-vous manqué? Écoutez, je ne pense pas que... Ou on s'avance un peu trop vite? Non, mais vous savez, revoir un texte ne signifie pas qu'il va être dénaturé ou qu'on va l'améliorer. Il s'agit de répondre à une situation qui empêche qu'il y ait une fluidité dans l'exécution du processus électoral. C'est cela le principe de fond. Et maintenant, lorsqu'on les examine, on arrive à des conclusions de savoir est-ce que ça a été bien ou ça n'a été pas bien. Mais dans tous les cas, quelle est la situation politique du Gabon d'aujourd'hui? La situation politique du Gabon d'aujourd'hui, c'est qu'on a des acteurs de champ qui sont en même temps juges de leur propre situation. On ne peut pas avancer comme ça. Et moi, particulièrement par rapport à la commission qui vient d'être mise en place par le chef d'État, j'estime qu'on ne sortira pas de l'auberge. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de s'auto-censurer. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'adopter des principes progressifs, d'autant plus que sa partition est limitée dans le temps. Le principe de la loi, c'est qu'elle doit être prise de manière intemporelle, personnelle, d'ordre général. Or, quand vous prenez ceux qui sont concernés par l'actif d'une situation et leur demandez essayez de travailler, d'arbitrer. Vous croyez qu'ils le font à partir de quoi? Quels sont leurs éléments de référence? C'est eux-mêmes, c'est leurs ambitions. Du coup, tout est fait de manière à ce que nous restons dans cette situation de 1 pas devant, 3 pas derrière. Mais Pierre-Claver Mbonganga Moussavou a donné des arguments d'ordre technique que vous comprenez évidemment. L'élection présidentielle a été organisée le 12 avril dernier. Il y a un calendrier électoral prévu pour ce qui est du renouvellement des 2 chambres du Parlement au mois de septembre prochain. Impossible de se lancer dans une refonte dans le fond de ce code électoral-là. Revoir dans le fond le code électoral, ça veut dire quoi? Il faut qu'on soit précis quand on parle de loi. Vous savez, la loi, elle a ceci de particulier qu'elle spécifie aussi bien sur un caractère d'ordre général que sur les particularités. Le code électoral, dans son ensemble, c'est les dispositions visant à organiser l'élection. Sur le découpage, sur le redécoupage électoral, puisque la loi dit qu'il n'est pas possible de procéder à un redécoupage électoral l'année électorale. Voilà. La loi, quelle loi? De façon générale, le contexte du Gabon, c'est que la loi générale, la Constitution a été abrogée. C'est le contexte. Donc, toutes les autres lois, par effet d'indu, sont considérées comme étant abrogées. L'élément qui sert de référence, c'était pendant la transition, la charte de la transition. Bon, aujourd'hui, nous avons on a une nouvelle constitution. Il y a une nouvelle loi qui a été élaborée par le Parlement de transition en ce qui concerne le code électoral. Oui, non, il faut faire attention. On peut interpréter. D'abord, la loi ne s'interprète pas, elle s'applique. Donc, on fait une lecture des dispositions pour pouvoir agir sur une situation précise. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'on peut aller aux élections avec le découpage électoral que nous avons et rester sur la base du fait que c'est un homme, une voix? La question est simple. Si certains pensent que oui, ben ils y vont. Mais si en toute bonne foi, on est conscient que le code électoral, c'est-à-dire le découpage électoral actuel, n'est pas de nature à permettre qu'on ait cet équilibre de pression et de responsabilité qui doit s'exercer sur les élus nationaux, à ce moment, soyons responsables et repartons pour qu'il y ait un nouveau découpage électoral. C'est pour ça que je dis que c'est du ressort de l'État que le ministère de l'Intérieur présente une carte
électorale sans qu'on ait besoin à chaque fois d'aller inviter des civils à des réflexions où ils sont acteurs de chance. Écoutez, moi, si je veux, écoutez aujourd'hui, si moi je suis candidat dans une circonscription électorale où il y a 800 personnes, vous me posez la question de savoir est-ce qu'il faut revoir ou pas? Vous croyez que ma réponse va être quoi? En fait, non, écoutez, on a une année électorale, ne touchez pas. Parce que ça me profite. J'ai des avantages à avoir 800 électeurs. Il faut faire évoluer cette loi-là. Jean-Christian Kabila, quelqu'un d'autre qui a dit, il m'a dit oui, il faut revoir. Donc c'est à la loi de regarder au format universel qui existe. C'est soit la démographie, soit la superficie. On a un découpage électoral qui n'obéit pas aux émotions, mais qui obéit aux objectifs d'égalité et d'équité. Sauf que cette élection aura lieu au mois de septembre prochain, donc on est à 4 mois de l'organisation de ces élections jumelées législatives, élections locales. Impossible donc de procéder, comme je l'ai dit, à une réforme de fond en ce qui concerne le redécoupage électoral tel que souhaité par certains acteurs politiques comme Pascal Nkoulou. Écoutez, on vient d'entendre M. Maganga Moussavou, qui est un acteur politique de premier plan et qui est très... c'est un acteur politique, c'est un acteur politique de premier plan. Autant on reconnaît aux démissionnaires du PDG que ce sont des personnalités politiques de premier plan, même si aujourd'hui elles posent un acte qui est globalement condamné. Autant il faut reconnaître à Pierre Claver Maganga Moussavou, d'abord du fait de son expérience, n'est-ce pas, et de sa connaissance technique de ces questions électorales-là, n'est-ce pas, la qualité d'acteur politique de premier plan. Et puis, M. Nkoulou, soyons tolérants, n'est-ce pas. Et la démocratie, c'est une école de tolérance et de l'acceptation, n'est-ce pas, de la différence verbale entre nous et les autres. Maintenant, oui, Pierre Claver Maganga Moussavou pose là un problème qui est un problème réel, n'est-ce pas. On ne peut pas aujourd'hui, vu le temps qui nous est imparti par rapport, n'est-ce pas, aux commissions qui seront mises en place et par rapport au délai de leur travail, aller dans le fond de ces questions-là. Mais il est évident que la question du découpage électoral tel qu'il a été fait, telle qu'elle a été faite en 2018, n'est-ce pas, a soulevé beaucoup de questionnements et les incongruités ont été relevées par de nombreux observateurs. La question de la légitimité, n'est-ce pas, des élus est clairement posée par cette situation-là. Et donc, il y a effectivement des diversités entre le poids démographique, concernant le poids démographique de pratiquement toutes les villes, n'est-ce pas? Une province comme l'Estuaire, province comme le Haut-Ogooué, le Goué-Vindo, le Goué-Lolo, ces provinces-là n'ont pas le même poids démographique. Mais il se trouve que ces provinces-là, quand on prend une province comme celle de l'Estuaire et le Haut-Ogooué, elles ont pratiquement le même poids en termes d'élus. Et ça pose problème, n'est-ce pas? Et c'est la même chose lorsque l'on observe la situation dans le Goué maritime, n'est-ce pas, où la quantité d'élus, n'est-ce pas, ne correspond pas forcément au poids démographique. Donc ça, ce sont des questions qui sont des questions évidentes, même si le délai imparti ne permet pas d'aller au fond de ces questions-là, mais il est évident que les représentants des partis politiques qui se retrouveront avec les techniciens du ministère de l'Intérieur vont poser ces problèmes-là. On a suivi la rencontre entre les partis politiques au siège du Conseil national de la démocratie. On a vu la passion qui a animé, qui a entouré les débats entre acteurs politiques. On comprend bien que tout le monde veut aller, n'est-ce pas, au sein de cette commission-là pour à la fois participer, aller pointer du doigt, n'est-ce pas, la réalité de la situation. Et donc, au sein du Conseil national de la démocratie, l'un des critères qui a prévalu pour la constitution des listes est justement la connaissance technique de ces questions-là et donc l'expérience. Ghislain Guizet, donc, pour ce qui est donc de ce découpage électoral ou redécoupage électoral, il s'agira donc de se prononcer sur les deux sièges en ce qui concerne, je crois, la diaspora entre l'Afrique, l'Europe et peut-être l'Amérique du Nord. Alors, on sait qu'il y a, sur le plan de la répartition géographique, la diaspora gabonaise, une diaspora essentiellement dans les pays occidentaux,
notamment pour ceux qui y travaillent, puisque sur le continent africain, la plupart des populations gabonaises qui représentent cette diaspora, ce sont des étudiants qui sont disséminés un peu à travers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, un peu l'Afrique du Sud aujourd'hui. Mais pour ce qui est de l'Europe, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne notamment, et des États-Unis d'Amérique, on a une diaspora dans laquelle on retrouve des compatriotes qui travaillent, qui ont des activités, parfois même des affaires. Est-ce que vous avez une idée sur le choix? Je ne voudrais pas me focaliser dans un premier temps sur ces aspects-là, sur la diaspora. Mon plus grand souhait, c'est qu'à l'orée, dans l'ère de la Ve République, certains acteurs politiques qui ont pollué notre environnement politique pendant des années puissent progressivement se mettre en marge pour passer à autre chose, vous savez. Parce que je ne vais pas me permettre de prendre la parole du président Pierre Claver Manganga Moussavou pour parole d'évangile. Il y a une commission. Pourquoi est-ce que ces deux commissions ont été mises sur pied par le président de la République? Au départ, il était question que le CND gère l'affaire. Mais ils sont arrivés au CND, mais certains ont failli aller aux mains. Parce qu'on se retrouve au sein du CND, parmi les acteurs politiques, quelqu'un qui a été, par exemple, président de l'Assemblée nationale pendant 20 ans et qui a été élu avec 300 électeurs et qui piochait sur des personnes qui étaient élues avec 4 000, 6 000 voix. Mais du coup, si vous demandez à celui-là si on doit véritablement revoir les choses, mais ce dernier ne sera pas partant. Moi, je pense que le problème, c'est au niveau des choix des acteurs qui doivent guider ces travaux. J'ai pour habitude de dire ces derniers temps que nous sommes encore en semi-transition. Nous sommes encore en semi-transition. Nous avons un Parlement qui est encore un Parlement de transition. Nous avons une cour constitutionnelle de transition. Je pense qu'aujourd'hui, le président doit véritablement se saisir de l'affaire comme ça l'a été pour la nouvelle Constitution. Il faut mettre de côté des acteurs politiques et commettre des commissions qui n'impliquent pas forcément des hommes politiques qui ne sont là que pour leurs intérêts. Faire un travail, si ce n'est un travail de fond, mais commencer par faire un travail. Parce que véritablement, la question du découpage électoral a souvent posé problème dans notre pays. Un travail doit commencer, on ne va pas se dire, parce qu'il ne nous reste que 4 mois, nous ne pouvons pas faire ci, nous ne pouvons pas faire ça. Non, monsieur Pierre Claver Manganga Moussavou ne vient pas nous faire le compte rendu des travaux qui n'ont même pas encore commencé dans les commissions que le président a commis. Il va falloir que les commissions commencent à travailler. Et le porte-parole de cette commission-là, s'il est mandaté, il dira aux Gabonais, voici ce que nous avons reçu comme mission auprès du président de la République, voilà les travaux que nous avons menés, ces travaux ont abouti à ça. Et là, je me rends compte que le président, Pierre Claver Manganga Moussavou, revient dans sa veste habituelle, à savoir, je me permets de le dire avec tout le respect, polluer l'environnement politique à travers certains propos qui vont semer le doute dans ce que les Gabonais doivent retenir. Il y a des commissions qui ont été commises par le président de la République. Il va falloir attendre que ces commissions-là aillent au bout des missions. Les commissions n'ont pas été composées par le président de la République. C'est le président de la République, même si ces commissions-là sont... Non, il a échangé avec les partis politiques, les partis ont désigné leurs représentants dans les dites commissions, il n'a pas choisi... Mais c'est ça le problème que je suis en train de poser. Oui. Les présidents des partis politiques qui se retrouvent dans ces commissions-là en train de faire un travail où ils se retrouvent jugés partis, c'est là où ça pose problème. Aujourd'hui, je demande à ce que le président se saisisse de la chose et commettre des commissions qui doivent plancher sur un travail comme cela a été pour la réécriture de notre Constitution. À partir de là, ces acteurs politiques-là seront obligés de se soumettre à ce qu'ils trouveront comme travaux, comme résolutions. Ce n'est que ça. Et tant qu'ils continuent d'être là, sollicités aux premières loges, alors que nous connaissons leur passif politique, on ne sortira pas de l'auberge. Pascal Nkoulou, alors vous êtes évidemment dans les arcanes du paysage politique national, bien au fait de ces questions-là, pour ce qui est de l'ordre du jour ou des points qui seront évoqués sur la table dans la deuxième comité en rapport avec le redécoupage électoral. Est-ce que vous pensez que ce sont des points qui ne sont circonscrits qu'aux 2 nouveaux sièges, semble-t-il, à ajouter par rapport à la diaspora? Moi, je crois que nous perdons du temps à pleurer sur des choses qui s'imposent lorsqu'on veut véritablement avancer.
Et ensuite, comme on l'a dit sur ce plateau, le fait d'inclure les politiques, les éléments de choix, c'est quoi? Il s'agit d'examiner ou de traiter des questions apparemment qui ont une haute valeur sur le plan de la réflexion scientifique. Bon, c'est quoi une carte électorale? Elle sert à quoi? Quels sont les éléments qui doivent le meubler? Est-ce que pour cela, il faut qu'il y ait des commissions où on met X, Y sur la base des choix qui sont faits? Donc vous dénoncez le format qui a été arrêté. Est-ce que ces commissions sont composées d'acteurs politiques, de responsables de l'administration, des experts, semble-t-il? Du côté du gouvernement, on suppose que ce sont justement des personnes habilitées du fait de leur profil et de leurs responsabilités dans les administrations en charge soit de la gestion des cartes multiples. Mais bon, maintenant les politiques, quels sont les critères de choix? Vous voyez? Les critères de choix, c'est, on a tout là, c'est des mêmes amis, on connaît tout le monde, c'est elle qui peut... Donc, ce n'est pas objectif. Et ensuite, c'est d'abord des positions partisanes dès le départ. Il s'agit de concevoir des lois. Les lois s'appliquent à tout le monde, il y a un caractère général et intemporel. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas une loi en fonction de la situation de X ou Y, on la conçoit en fonction de la volonté de voir le pays progresser, évoluer sur des paramètres sains. Voilà le principe. Et aujourd'hui, que l'on dise que l'on est à l'électoral. Non, on est à l'électoral, c'est tellement parce que le président a fixé des dates d'élection. Mais cette élection, on peut la renvoyer. Donc le principe le plus important, c'est de s'offrir une carte électorale qui permette... Et le président de la République, élu le 12 avril dernier, qui a prêté serment le 3 mai, va continuer à pouvoir gouverner avec 2 chambres du Parlement issues du régime de la transition, c'est ça? Ça, si on l'envoie. Mais si ça peut permettre de faire un travail... Ça peut permettre d'avancer. Ça peut permettre d'avancer. Moi, je dis ceci. Si on veut être conséquent avec nous-mêmes, le code électoral est un élément indispensable pour ancrer les fondamentaux de la démocratie. C'est indispensable. Et ensuite, le code électoral est un élément de repère qui permet au candidat de choisir le siège dans lequel il souhaite exercer son leadership politique. Et ensuite, le code électoral équilibre la représentativité sur le plan de l'élection à l'Assemblée nationale où chaque député doit en moyenne être à égalité de représentativité des autres membres de l'Assemblée. Ça lui permet de porter le même poids de pression sur le plan des revendications, sur les questions d'école, sur les questions de hôpitaux, sur les questions de routes, sur les questions d'eau, sur les questions d'électricité. Ces charges doivent être reparties à l'Assemblée nationale pour leur permettre de bien apprécier et d'assumer la responsabilité de la demande sociale. Or, lorsque vous avez une Assemblée nationale où la représentativité est déséquilibrée, l'engagement citoyen n'est pas le même pour tous les députés. Et deuxièmement, sur le plan de l'engagement citoyen par rapport aux populations elles-mêmes, certaines populations peuvent se satisfaire de peu de choses, alors que dans les grandes villes, il y a des besoins beaucoup plus importants qui, du fait de ce que le député est surnoyé dans une masse de population, n'arrivent pas à porter de manière correcte la revendication à l'Assemblée nationale. Et ensuite, si on considère qu'il y a le fait des partis politiques, donc il y a une obligation de solidarité, à ce moment-là, le pays n'avancera pas. Quelle que soit la bonne volonté du président de la République, lorsque vous êtes sous-représenté, qu'il n'y a pas une communication en termes de communion fluide entre les élus nationaux et les populations sur des choses importantes, sur les choses communautaires, sur les besoins communautaires, il n'y a pas de possibilité d'avoir une politique saine. Donc, on va tourner en rond. Alors, Jean-Christian Combina, on a vu le communiqué tout à l'heure du ministère en charge de la réforme des institutions. Les partis politiques donc, avaient un délai, hein, c'était jusqu'hier, le lundi 12 mai, pour le dépôt des listes de leurs représentants. En guise de conclusion, que pouvez-vous nous dire, puisqu'on est en train d'arriver au terme de l'émission, on va faire un dernier tour de table, on commence par vous, en guise de conclusion. On peut effectivement redouter que les travaux en commission, n'est-ce pas, au sujet de la loi la future loi sur les partis politiques et sur le découpage électoral, que ces discussions-là, n'est-ce pas, piétinent, et qu'elles deviennent essentiellement des discussions politiciennes. Mais ces craintes-là, autant on les partage, autant on y voit poindre des questionnements sur le fonctionnement et l'efficacité même des partis politiques. Les partis politiques, en principe, n'est-ce pas,
ont en leur sein aussi une collaboration avec un certain nombre de personnes ressources extérieures qui sont des universitaires, qui sont des gestionnaires d'un certain nombre de centres de recherche, n'est-ce pas, et d'instituts de l'enseignement supérieur. Et donc ces partis politiques-là, au sein des commissions comme celles qui vont être créées incessamment, peuvent y envoyer non pas seulement des politiciens traditionnels au sens propre du terme, mais pour être dans l'air du temps, envoyer là aussi des personnes ressources qui sont soit des militants du parti clairement estampillés, soit des sympathisants du parti, mais qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à nourrir la réflexion, n'est-ce pas, pour faire avancer les choses. Donc je ne suis pas forcément pessimiste, je me dis que c'est une opportunité à saisir par les partis politiques, surtout que plusieurs de ces partis politiques-là n'ont pas toujours les ressources humaines nécessaires pour pouvoir approfondir des questions techniques comme celles liées au découpage électoral. Et donc, ils peuvent parfaitement s'appuyer sur l'élite intellectuelle du pays pour pouvoir faire acte de présence utile. Pascal Koulou, votre conclusion? Oui, non, je suis d'accord qu'effectivement, qu'au sein des partis politiques, on peut trouver des compétences. C'est évident, parce que non, on n'est pas que des politiques au sens action, terrain, élection. Non, on a également des personnes qui participent à... C'est quoi un parti politique dans le fond? Un parti politique est un laboratoire de réflexion sur la marche vers le pouvoir. Or, si vous avez une progression vers le pouvoir, ça dit que vous réfléchissez sur des questions de défense, sur des questions économiques, sur des questions d'éducation, sur des questions de gestion du territoire national. Donc, tout ceci devrait faire l'objet des différents secrétaires nationaux qu'il y a dans chaque parti politique. Or, la vérité et la réalité, c'est que ce n'est pas souvent comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'il s'agit de choisir des personnes, parce que généralement, in fine, il y a des commissions qui sont distribuées. Bon, les gens préfèrent eux-mêmes se pointer. C'est comme cela. Et c'est pour cela que chaque fois, cette situation entraîne quelquefois des dérapages au sein des partis politiques. Parce que le leader se rend compte que bon, il vaut mieux que j'y sois parce qu'après, on sera payé. Aujourd'hui, ce qu'il faut dans notre pays, tout en étant d'accord sur le fait que la loi va naturellement aboutir à un format qui conduira à une réduction du nombre de partis politiques, qui conduira à une révisitation des circonscriptions électorales, c'est qu'il faut aujourd'hui que l'on arrive à créer une dynamique entre le citoyen et le politique. Parce que l'élection de Lugui, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est une élection sanction pour le politique. Or, Olugui aujourd'hui est devenu politique. Il faut faire attention avec ça. Olugui n'est plus militaire, il est politique. Ça veut dire que sa base, son socle sur lequel il se repose, c'est naturellement le rapport citoyen et politique à travers les politiques publiques qu'il va offrir. Or, la représentativité en termes d'engagement et de posture pour assumer l'impact de ces politiques publiques, mais il lui faut des relais. Ces relais, il le trouve où? Il le trouve à l'Assemblée, il le trouve dans les collectivités locales. S'il a des mauvais représentants, sa politique ne sera pas bien perçue. Il va donc obligé lui-même de se retrouver au four au moulin. Et du coup, les populations vont le rejeter. Donc, l'effet mirage de la révolution, du coup de libération, est terminé. Nous sommes maintenant engagés à une attente responsable du citoyen par rapport à l'œuvre politique. C'est pour ça que les décisions qui sont prises maintenant sont actées sur le champ politique, uniquement. Et ça va durer 7 ans, avec une possibilité qu'il puisse rebondir si son action politique est concluante. Juste la guise de votre conclusion. Oui, comme mot de conclusion, je m'adresserai au président de la République pour lui dire que le pays fait politique depuis 60 ans, politique politicienne, qui ne nous a jamais rien apporté. Alors, il ne faut pas se leurrer sur les 94% que les Gabonais ont donnés. Ce sont des 94% de revendications. Parce qu'il y a un espoir que les Gabonais guettent à la fenêtre. Et ils se disent que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, peut leur apporter cet espoir. Et il va falloir se saisir véritablement de la chose. Quand on regarde l'ensemble des acteurs politiques aujourd'hui dans notre pays, combien de présidents de partis ont été, ne fût-ce qu'élus, députés à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Ils sont très peu. Pour ne prendre que les partis de premier rang, comme le RHM, le RPM, l'Union nationale, aucun de ces présidents n'a été élu, quand bien même beaucoup avaient tenté, ils ont échoué. Alors, il est question aujourd'hui
de continuer comme cela a commencé à partir de l'organisation du dialogue d'Angondje. Les politiciens proprement dit n'avaient pas été impliqués. À la réécriture de la nouvelle constitution, les politiciens proprement dit n'avaient pas été impliqués. Il va falloir aller au bout de notre cohérence. Le Parlement, c'est la cheville ouvrière du fonctionnement d'un État. Si on rate ce dernier virage, nous risquerons de perdurer dans les mêmes travers. À partir de cet instant, le président doit se saisir de la chose, mettre sur pied des commissions qui sont des commissions qui ne s'adressent nullement aux politiciens, mais des commissions purement administratives. Parce que le ministère de l'Intérieur, qui gère la carte électorale de chez nous, n'est pas géré par les partis politiques. Pourquoi ces experts du ministère de l'Intérieur ne feraient pas le travail qui est le leur, jusqu'à procéder au redécoupage électoral? Cela fera en sorte que certains présidents de partis, qui n'existent que par leur seul nom, puissent se mettre en marche pour que le pays démarre de façon normale. Donc, nous attendons, les Gabonais attendent le président au pied du mur, parce que le pourcentage des élus qui représenteront le président à l'Assemblée nationale et au Sénat seront fonction de la qualité des individus qu'il enverra auprès des populations. Merci Ghislain Guize pour votre conclusion. Merci également à vous, Pascal Nkoulou, d'être passé sur le plateau de cette émission. Merci Jean-Christian Combila. On aura le plaisir de se retrouver peut-être jeudi prochain dans le cadre de notre émission Ligne de Mire. Bien sûr que c'est fini, le temps que nous étions partis est arrivé à son terme. On se retrouve jeudi évidemment dans Ligne de Mire pour continuer à décrypter l'actualité politique qui prévaut dans notre pays. Merci et bonne suite des programmes sur Télé Africa.